On ne les utilisait pas. Souvent, il y a à peu près le même problème dans tous les points. À chaque fois, on dit qu'on avait les lois et les mesures qui ont déjà été votées pour appliquer des sanctions. Je pense qu'il y a 2 points. Est-ce que les sanctions sont correspondantes à ce qui se passe? Est-ce que le juge décide d'appliquer les sanctions ou pas? Moi, je pense que vous avez un problème sur l'affaire Pierre Palmade et même sur l'affaire des drogues au volant. Globalement, c'est la question de la responsabilité, de la proportionnalité. C'est-à-dire que lorsque vous conduisez sous l'emprise de stupéfiants, vous conduisez à un accident. Un accident qui peut conduire une personne à perdre l'usage de certains de ses membres physiques, de perdre, comme c'est le cas de madame, de perdre un enfant, etc. Et donc, du coup, moi, je pose une question qui est la suivante, c'est est-ce que les peines sont proportionnées à la perte qui conduisent à la personne? Et donc, du coup, moi, je pense que sur ce point-là, il faudrait allonger les peines. Et je pense aussi que Darmanin pose la bonne question. Alors, on va revenir justement sur ce qu'il propose. Ah oui, mais je pense qu'ils ont raison. En fait, le permis de conduire est un droit. Et lorsque vous vous comportez de façon illicite, est-ce que vous avez encore droit à ce droit-là? Moi, je pense pas. Je pense que ça n'a aucun sens. Et je pense que les propositions de Darmanin, à la fois sur le permis de conduire et à la fois sur l'homicide routier, vont dans le bon sens. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez... Est-ce que ça permettra de prévenir? Et je pense que c'est pour ça que les 2 intervenants précédents se sont dit on aura des effets limités. Non, mais au moins, ça aura un effet qui sera essentiel, c'est la question de la sanction. Parce qu'il y a le point essentiel que les 2 intervenants ont dit. Lorsque vous perdez l'usage de vos jambes jusqu'à la fin de votre vie, lorsque vous perdez une vie, lorsque vous perdez quelqu'un, il y a la question de la proportionnalité de la sanction et que la personne a causé. Lorsque vous conduisez sur l'emprise de stupéfiants, du coup, vous êtes responsable de ça, même si ça reste un accident. Et lorsque vous avez perdu une vie et que vous allez en prison uniquement 1 an et demi ou 2 ans, est-ce que c'est proportionnel à la peine que vous avez causée à la personne? Donc, est-ce que ça permet de prévenir et d'arrêter le fait qu'il y ait des personnes qui conduisent sous l'emprise de stupéfiants? Non, ce sera limité. Mais est-ce que ça permettra au moins aux victimes d'avoir un esprit de réparation? Je pense que oui. Surtout, ces Français sont aussi tous de Paris. Ce qu'on voit malheureusement, c'est qu'il y a un ensauvagement de la société. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de violence et les actes deviennent de plus en plus radicaux. Au lieu d'avoir uniquement des agressions verbales, maintenant les gens sortent directement une arme blanche, une arme de poing, etc. Si par cas, ils en possèdent une. Et je pense que là, cette situation est vraiment particulière. Parce que lorsqu'on parle d'ensauvagement, ce sont des Français qui sont victimes d'agressions dans leur vie privée. Là, ce sont des gens qui sont victimes d'agressions au quotidien dans leur vie professionnelle. Et je pense qu'il faut distinguer les deux. Parce que lorsque vous êtes victime d'agressions dans la vie privée, vous pouvez changer d'endroit. Vous pouvez changer d'endroit à fréquenter ou pas fréquenter. Mais lorsque vous faites ça pour votre travail, quand vous êtes taxi, quand vous êtes pompier, vous êtes policier, vous êtes élu local, vous êtes guichet à la poste, etc., là, vous êtes obligé de le faire. Et si par cas, vous ne pouvez pas le faire, du coup, vous n'avez plus aucun revenu, vous n'avez plus en capacité de vivre. Et je pense qu'il faut distinguer ceux qui sont victimes d'agression dans la vie privée et ceux qui sont victimes d'agression dans la vie professionnelle. Et si par cas, ils font ça, et qu'ils sont obligés de travailler la peur au ventre, etc., comment ils vont faire? Vraisemblablement, ils vont faire ce que font beaucoup d'autres. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de professions, les profs, etc. Ils vont changer de métier. Et c'est-à-dire que petit à petit, si par cas on ne règle pas le souci, on va perdre des pans entiers de notre économie, comme les taxis, comme les professeurs, comme les policiers, comme les pompiers, etc. Donc je pense que ça va être un sujet. Mais le sujet essentiel, c'est le premier point que j'ai rappelé, c'est qu'il y a un ensauvagement de la société, qu'il faut y répondre par la montée des violences et les actes qui sont de plus en plus radicaux. Et tant qu'on ne mènera pas une politique qui soit cohérente sur le plan régalien et sur le plan de la justice, on ne pourra pas y répondre profondément. Et ils sont à peu près les victimes collatérales de ce phénomène-là. Et on l'entendait. Je pense qu'on a eu un point essentiel, c'est qu'on s'est trompé de logique. Dans les années 80, dans les années 70, on a dit qu'avec la mondialisation, il fallait féliciter les échanges commerciaux et humains. Et en conséquence, on a abaissé les frontières pour permettre ce type d'échange. C'est comme ça qu'on a créé l'espace Schengen, qu'on a créé l'espace économique européen et qu'on a permis ce type d'échange. Seulement, on a eu un phénomène qui était récent à partir des années 2000, c'était les vagues de crise migratoire. C'est-à-dire que vous avez eu des vagues de crise migratoire. Dans le même temps, on voulait faciliter les échanges économiques, mais en même temps, on voulait limiter ce qu'on appelle les flux migratoires dits illégaux. Et vous ne pouvez pas à la fois ouvrir les frontières et limiter les flux migratoires illégaux. Je pense que le point essentiel, c'est de pouvoir établir un contrôle aux frontières. Est-ce que ça doit se faire au niveau français? Est-ce que ça doit se faire au niveau européen? Je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément qui doit être intéressant, c'est est-ce que notre logique, c'est de vouloir accueillir ces personnes-là ou pas? Si vous considérez que les immigrants illégaux ne sont pas les bienvenus en France, donc du coup, il faut leur donner un principe qui est très clair. Si par cas, vous entrez de façon illégale en France, vous n'avez aucun droit à être naturalisé, vous n'avez aucun droit à obtenir la nationalité française de façon automatique. En fait, il faut mettre en place des mesures dissuasives qui les empêchent de venir sur le territoire français. Et je pense qu'ensuite, après, il y a un troisième point qui va être essentiel, c'est comment on va faire pour contrôler efficacement à venir les immigrants illégaux. De toute façon, on a pas le même phénomène. Des gens viennent, ils s'installent et on est en incapacité de les renvoyer chez eux. Si par cas, on change de logique, qu'on leur dit vous n'êtes pas les bienvenus sur le territoire, et si par cas vous venez sur le territoire illégalement, vous n'avez aucun droit d'être naturalisé, vous n'avez pas de droits sociaux, et vous n'avez pas de droit d'être nationalisé un jour. Et qu'ensuite, vous êtes obligé de faire une demande dans un pays dit tiers, donc en mettant en place des hotspots
C'est-à-dire que si par cas vous venez d'un pays étranger, vous devez faire une demande dans l'ambassade française du pays en question si c'est un pays dit sûr. Si ce n'est pas un pays sûr et que c'est un pays en guerre, il vous faut une demande dans l'ambassade à côté. Si par cas vous mettez ce type de mesure, dans ce cas vous changez complètement la logique. Et les personnes ne viendront plus parce qu'ils savent en fait que c'est plus si rentable que ça de venir en France. Mais tant qu'on gardera des points qui leur permettent de dire, une fois qu'on viendra, de toute façon on ne pourra pas nous sortir et de toute façon on bénéficiera de certains droits dits automatiques, de toute façon il continuera à venir et on devra mettre de plus en plus de police de contrôle aux frontières. Parce que ce qu'on doit savoir dans les années à venir, c'est que la crise migratoire que nous avons vécue ces dernières années va être pire dans la mesure où la population africaine va doubler, qu'on aura des crises écologiques, des crises de biodiversité qui vont conduire à des mouvements de population et qui vont conduire à des mouvements de plus en plus importants de population. Georges Fenech, quand on a tranché, d'ailleurs. Moi, je dis un point. Je prends toujours le même exemple. Lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis le 4 novembre 2016, rien que le fait qu'il avait tenu un discours très hostile à l'immigration avait conduit à une baisse de demande des visas des États-Unis de 75% du jour au lendemain. C'est-à-dire que la politique, c'est psychologique. Si par cas, la France et l'Union européenne envoient un signal sur quelle immigration ils ne veulent pas sur leur territoire et quelle immigration ils acceptent d'accueillir, de toute façon, au-delà des mesures techniques, vous êtes obligé de mettre en place une psychologie et une philosophie de ce qu'on veut ou pas. Est-ce qu'il faut dire que toute l'Union européenne et la France ne veulent pas de personnes provenant d'autres pays? Non, ce n'est pas le cas. Nous, on a besoin de chercheurs, on a besoin de personnes qui viennent inventer des choses, qui viennent apporter des logiques économiques. Le problème des personnes qui viennent de façon irrégulière, c'est qu'en fait, elles ne peuvent pas s'intégrer. Une grande partie d'entre elles sur le territoire français, dans la mesure où on a déjà un chômage de masse qui est très important sur les emplois dits sous-qualifiés, et qu'en plus, ils n'ont pas les compétences nécessaires pour pouvoir à la fois vivre économiquement et s'intégrer de notre civilisation. Et je pense que c'est le point essentiel qu'il faut leur dire. Si vous venez en France, vous allez venir de façon malheureuse. Vous ne pourrez pas vous développer. Et donc, du coup, ce n'est pas bien pour nous et ce n'est pas bien pour vous aussi. Et alors que dans votre pays, il y a des perspectives dans la mesure où il y a encore beaucoup de choses à construire et beaucoup de choses à faire et vous serez mieux heureux là-bas. William Tay. Oui, moi je partage. Je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait parce que on vit quand même un moment intéressant historiquement. Je reviendrai dessus, mais je pense qu'en fait, le fait de le faire par dessin plutôt que traditionnellement uniquement les vidéos et la photo permet d'inscrire quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que vous essayez de capter un truc instantané en mettant en même temps, à la différence d'une photo, un peu de dynamisme. Il y a des textes, etc. Et donc je pense que le choix en termes artistiques est plutôt intéressant. Pourquoi je pense qu'aussi c'est intéressant? Parce que l'événement qu'on vit actuellement est particulier. C'est la première fois depuis la mise en place du quinquennat qu'en fait on est à un moment où le président de la République n'a pas de majorité absolue. Et donc, du coup, ça redonne de l'importance à l'Assemblée nationale. Et je pense que les Français ont besoin de comprendre ce changement de régime, de l'accompagner. Je pense que le fait, du coup, de s'y intéresser, de comprendre pourquoi est-ce qu'un hémicycle est important, pourquoi est-ce qu'un député est important. Et malheureusement, j'espère que les députés aussi, après, essaieront de relever un peu le niveau pour ne pas nous affliger ce spectacle quotidien. Avec la conclusion qu'ils ont tous faite à la fin de ces 15 jours, connaître un petit peu. S'y connaître un peu, non. Je pense qu'il y a deux points très intéressants, nous, qu'on a étudiés, qu'on voit à peu près, parce qu'on a un cercle de réflexion avec beaucoup de générations différentes. La société n'est plus la même. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous aviez dans la génération des 68, l'objectif c'était de réussir sa vie. Et donc du coup, vous avez des trucs normés, il y a plutôt hiérarchique sur quels étaient les parcours pour réussir sa vie. Aujourd'hui, maintenant, l'objectif est plus du tout le même. Et même avant la crise sanitaire, ce qu'on mesurait chez les étudiants, notamment qui sortaient de grandes écoles de commerce ou de grandes écoles d'ingénieurs, c'est qu'à l'époque, ceux qui sortaient de ces meilleures écoles-là, leur première condition, c'était la condition salariale. C'est-à-dire qu'ils allaient dans les endroits qui étaient les mieux payés. Là, aujourd'hui, maintenant, ils ne prennent plus forcément les endroits qui ont les meilleurs salaires, ils prennent les endroits auxquels ils ont le meilleur cadre de travail et la question du bien-être. Et je pense qu'il y a un deuxième élément qui est intéressant aussi pour les entreprises globales, et c'est un point de réflexion, c'est qu'en fait, un salarié qui est heureux au travail est beaucoup plus productif. Et donc, du coup, ça devient rentable, en fait, de faire ça. Et je pense que beaucoup d'entreprises, du coup, misent dessus. Et ce n'est pas uniquement une question de reconnaissance financière, ça peut être une reconnaissance en quête de sens, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un point qu'on m'a donné qui était très intéressant. On parle maintenant de burn-out, c'est-à-dire une accumulation de burn-out, et de burn-out, c'est-à-dire l'ennui au travail. Merci pour cette